Après cette introduction probablement trop longue, ce qu'on va faire, c'est se lancer directement dans une partie et j'expliquerai les règles au fur et à mesure. Donc toutes les règles de base d'HeroQuest s'appliquent, bien sûr. Il y a quelques modifications pour le système de piège. Le système est là pour remplacer le rôle de Zargon, c'est-à-dire qu'il va activer les monstres, il va gérer des événements, donc ça c'est un ajout, et il va aussi générer les lieux, en fait, les différents lieux au fur et à mesure de votre exploration. Au niveau de la mise en place, c'est simple, on mélange nos 4 cartes de héros, et on les place en ligne, en ligne. Ça va nous servir d'ordre de ciblage en fait. Donc par exemple le nain sera en première position, l'elfe en deuxième, le barbare en troisième et l'enchanteur en quatrième. Cet ordre de ciblage va évoluer au fil des tours de Zargon. On fait de même avec les monstres. Donc dans le feuillet de quête, on nous dit qu'il y a seulement 3 types de monstres dans cet acte, à savoir le gobelin, l'abomination et l'orc. Ce sera l'ordre d'activation des monstres. Ça veut dire que les gobelins s'activeront en premier, ensuite les abominations, puis les orques. J'ai mis en place mon paquet trésor, comme d'habitude, j'ai mélangé toutes mes cartes trésor. J'ai ensuite mélangé les cartes Zargon, donc j'ai pris les 15 cartes du jeu de base. J'en ai pioché seulement 10, j'ai écarté les 5 autres, et j'ai ajouté les 5 cartes de l'extension, la crypte de l'obscurité éternelle, où elle a vraiment un nom à la con celle-là. Parce que c'est ce qu'on va jouer en fait, parce que j'ai pas envie de jouer l'épreuve ou Sir Ranier que tout le monde joue. On va se fader la première quête de la crypte de l'obscurité éternelle. Ensuite j'ai préparé mon deck exploration. Dans la mise en place, on nous dit de mélanger les cartes 1 à 4 et 15 à 17. Donc j'ai mélangé tout ça. Et sous le paquet, on place la carte 5. La mise en place est terminée. J'ai bien sûr rassemblé mes dés de combat, mes dés de déplacement, mes jetons oubliettes, pièges, crânes, enfin tout ce qui est utile pour une partie normale. Donc je vais bien sûr jouer avec un plateau 3D modulable. Le problème c'est que les tuiles des extensions, on peut... enfin je ne les sais pas encore, je pense les acquérir plus tard. Donc là je me contente pour la pièce de départ de la tuile en carton de la taverne. Je vais vous lire le texte d'introduction de la quête. Donc la taverne et la bougie, c'est l'acte 1. L'air de la taverne est lourd de fumée, de bière renversée et de peur contenue. Jadis refuge chaleureux pour les voyageurs et les mercenaires, le rat et la bougie n'est plus que l'ombre de lui-même depuis l'occupation de la ville par les forces de Zargon. Autour du grand buffet de bois, des gobelins fouillent sans gêne les réserves, pendant que 2 orques vocifèrent leurs ordres aux clients terrifiés. Près de l'immense cheminée crépitante, Tony, le tavernier, garde les yeux baissés afin d'éviter les coups ou les provocations. Installé autour d'une table dans un coin de la salle, vous observez la scène avec méfiance lorsque le vieux gnome ivre surgit entre les tables, serrant contre lui une carte jaunie. Son récit confus à propos de la crypte de Kedrick Gilben attire rapidement l'attention des créatures de Zargon. Quelques instants plus tard, son cri déchire le vacarme de la taverne lorsqu'une lame gobeline lui transperce le dos. Le silence tombe brutalement. Le gobelin ensanglanté grimpe sur une table, brandissant le couteau d'une main et la carte de l'autre. « Cette carte est à moi !» Autour de vous, les soldats de Zargon dégainent leurs armes. La taverne entière semble prête à exploser dans un bain de sang. On nous dit que le lieu de départ, c'est la tuile de la taverne, donc 9 cases par 6. Que dessus, on doit placer un buffet, une cheminée, 4 gobelins, 2 orques et 2 portes. Les héros commencent à s'installer à une table de votre choix, donc ils sont placés là-bas. La ville est occupée par les forces du mal, par conséquent elle est remplie d'orques, de gobelins et d'autres agents de la terreur. Donc on va commencer avec un combat contre les 4 gobelins et les 2 orques. On nous dit aussi que sur cette première tuile, il n'y aura pas de piège, parce que bon, ce serait quand même con de piéger une taverne, quoi. J'imagine mal le soulard du coin se prendre une oubliette pendant qu'il est en train de boire sa pinte, quoi. Je suis l'ordre de ciblage pour l'ordre du tour. Après, on peut très bien utiliser les règles normales d'HeroQuest sans se rare des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est au nain de commencer. Donc il va lancer ses dés de déplacement. Il fait 7. Et je vais aller attaquer ce gobelin-là. Je lance mes 2 dés de combat. Je fais un crâne. Le gobelin se défend avec un dé. Il se défend pas. Au revoir, monsieur gobelin. Ensuite, c'est à l'elfe de jouer. Dés de déplacement. Il fait 2. Ça va suffire à aller attaquer celui-là. On lance 2 dés de combat. Je fais un crâne. Le gobelin se défend. Il se défend, il fait un bouclier noir. Le barbare lance ses dés de déplacement, il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller taper l'orque. Il fait un crâne. L'orque se défend avec 2 dés. Il ne se défend pas. L'enchanteur
Je vais essayer quand même d'attaquer un gobelin avec l'enchanteur. Il lance son dé. Il fait un crâne. Le gobelin ne se défend pas. L'enchanteur peut attaquer malgré ce qu'on peut croire. Donc c'est la fin du tour des héros, c'est donc au tour de Zargon de jouer. Pour l'instant, Zargon, il ne fait rien d'autre qu'activer ses monstres. Donc on récupère l'ordre d'activation des monstres qu'on avait déterminé en début de partie, à savoir que c'est d'abord les gobelins qui vont s'activer. Et pour savoir qui vont attaquer, on regarde l'ordre de ciblage, le nain est en premier, donc les gobelins vont se déplacer pour attaquer le nain. Donc celui-ci, il y arrive sans mal. Il lance ses dés d'attaque, il fait un crâne, le nain se défend, le nain perd un point de vie. Le deuxième gobelin, pareil, il s'active, il va attaquer le nain, il lance ses dés de combat, il fait aucun crâne, et ensuite on active l'orc qui va aussi aller chercher le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans l'extension originale, on ne sait pas si ça c'est des obstacles ou quoi. Moi je pars du principe qu'ils sautent par-dessus les meubles. C'est quand même des combattants, des orques, il y a de l'action. Allez hop, on y va. Et l'orc il fait deux crânes dans la gueule du nain. Le nain se défend. Il se défend pas. Le nain a déjà perdu 3 points de vie. Fin du tour de Zargon. Qu'est-ce qui se passe à la fin du tour de Zargon? On prend la première carte de l'ordre de ciblage et on vient la mettre à la fin de la ligne. Ça permet de ne pas avoir toujours le même héros qui est ciblé, ce qui serait un peu de l'acharnement, voire carrément du harcèlement, quoi. Et on n'aime pas le harcèlement. Donc si je suis mon ordre de ciblage, c'est à l'elfe de jouer. Donc l'elfe, il va aller aider son copain le nain. Donc il fait 11, il va donc se placer là. On va essayer de tuer l'orc. Il fait un crâne, l'orc se défend. Il ne se défend pas. C'est ensuite au barbare de jouer. Le barbare, il fait 7 en déplacement. On lance les 3D. Il fait 3 crânes. 3 crânes, bon bah aucune chance pour le gobelin. Au revoir monsieur. Ensuite, c'est à l'enchanteur de jouer. On va faire... Il fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc il ne peut pas attaquer. Quant au nain, il n'a pas besoin de se déplacer. On va lancer 2D. Il fait un crâne. Et le gobelin ne se défend pas. On a vidé la taverne. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir passer à l'exploration. Avant ça, c'est au tour de Zargon. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de monstre sur le plateau? On pioche une carte Zargon et on regarde le cartouche événement en bas de la carte. Là, on me dit, ces pièges sont bien cachés. Si le dé de sécurisation est en jeu, retirez-le. Il n'est pas en jeu. Et je vous en parlerai plus tard de ce dé de sécurisation. Fin du tour de Zargon, donc même chose. On déplace la carte à la fin de la ligne. C'est donc au barbare de commencer à jouer. Et donc le barbare, ce qu'il va faire, c'est aller ouvrir une porte. Donc on lance les dés de déplacement. Il fait 4. 1, 2, 3. Et il ouvre la porte. Grincement sinistre, on pioche une carte exploration. C'est la pièce 3. Donc on nous dit mise en place, lire paragraphe 3. On garde la carte de côté, ça va être important pour la suite. Le paragraphe 3, il me dit, c'est une petite pièce de 5 cases par 4 avec une table. Et j'ai donc le paragraphe narratif que je vais vous lire. Cette petite salle annexe semble avoir autrefois servi de lieu de détente pour les habitués du rat et la bougie. Une lourde table de bois occupe encore le centre de la pièce, couverte de cartes graisseuses, de dés éparpillés et de chopes abandonnées à moitié pleines. Le silence qui règne ici contraste étrangement avec le tumulte du reste de la taverne. Le barbare, il lui reste donc un point de déplacement, donc il va rentrer dans la pièce. Il va chercher un trésor. Donc sur la carte que j'avais laissée de côté, il y a marqué « Chercher trésor, lire paragraphe 32 ». C'est ce qu'on va faire. Vous découvrez sous la table plusieurs bourses éventrées et quelques lettres abandonnées à la hâte par d'anciens clients de la taverne. L'une d'elles mentionne des disparitions inquiétantes près du marais des Chagrins, bien avant l'arrivée des armées de Zargon. Et on me dit de piocher une carte trésor. Un piège. Super. Ce craquement ne présage rien de bon. La pierre sur laquelle vous vous trouvez cède sous vos pieds. Vous tombez dans un trou peu profond et vous perdez un point de vie. Votre tour se termine, ça tombe bien, j'avais plus rien à faire. Vous pourrez ressortir du trou et reprendre votre déplacement normal. À votre prochain tour, mettez cette carte au-dessous du deck trésor. Je peux défausser cette carte, elle ne me sert plus à rien.
Et je sais du coup que cette pièce a été fouillée pour un trésor, car je n'utilise pas la règle normale de fouille de trésor qui dit que tous les héros peuvent fouiller une pièce une fois. C'est n'importe quoi. Moi, j'utilise la règle d'origine, à savoir que une pièce peut être fouillée une seule fois, c'est tout. C'est donc à l'enchanteur de jouer. Donc, comme ici, il n'y a pas d'issue dans cette pièce-là, on va ouvrir cette porte-là. L'enchanteur fait 10. 1, 2, 3, 4. J'aime garder un petit dé pour savoir combien il me reste de points de déplacement. Et je vais ouvrir cette porte. J'ai donc pioché une carte exploration et je suis tombé sur la pièce 4. On m'a dit mise en place, lisez le paragraphe 4. Que c'est une petite pièce de 4 x 3 cases, qu'il y a 2 orques, un gobelin et une porte. L'odeur âcre de viande brûlée et de sueur imprègne cette pièce transformée en poste de garde par les occupants. Une porte renforcée mène plus loin dans la taverne, soigneusement surveillée par 2 orques massifs, tandis qu'un gobelin nerveux fait les 100 pas près du mur, marmonnant dans sa langue grinçante. Des restes de nourriture volés traînent sur le sol, parmi des bouteilles vides et des morceaux d'équipement pillés. À votre arrivée, les créatures se redressent brusquement. Les orques échangent un regard brutal avant de saisir leurs armes, conscients que personne ne devrait encore oser défier l'autorité de Zargon dans cette partie de la ville. Les portes et les mobiliers sont placés comme on veut, en fait, pour pas trop contraindre la mise en place du donjon modulable. Donc on peut vraiment faire ça comme on veut, pour gérer au mieux l'espace sur votre table de jeu. Par contre, les monstres sont placés aléatoirement en utilisant ce que j'appelle cette table de répartition. Donc là, on a une pièce 4 par 3, on regarde donc ici. On va lancer 2d6, on obtient 9. Ça veut dire que le premier gobelin sera placé sur la case 9. Donc on va mettre ça dans le bon sens par rapport à ma pièce. Donc le premier gobelin, il va être ici. Ensuite, on va pas lancer les dés pour chaque truc. On ajoute juste 1, donc 9, on passe à 10. L'orque va être devant la porte, ça tombe bien, c'est comme dans la description. Et enfin, on passe à 11. 11, l'autre orque est dans le coin ici. L'enchanteur, il lui restait 6 points de déplacement. Si j'étais un peu raisonnable, je ne rentrerais pas dans cette pièce. Mais on est là pour le jeu, donc on va se le tenter. Donc je vais aller tenter d'attaquer le gobelin. Je lance donc mon dé de combat. Je fais un crâne. Et le gobelin ne se défend pas. Donc voilà, très bien. Derrière, il me reste encore le nain et l'elfe à jouer. Donc le nain, il lance ses dés de déplacement, il fait 8. 1, 2, 3. On va attaquer l'orque qui est au plus loin. Et il fait 0 crâne, malheureusement. Vous voyez pas les dés, mais croyez-moi sur parole, je ne triche jamais. Je ne triche jamais, je ne fais que des oublis. Ensuite, c'est à l'elfe. Il fait 7. On va aller attaquer cet orque-là. Il fait un crâne. Et l'orque ne se défend pas. C'est donc au tour de Zargon. L'orque va s'activer. Donc la règle d'activation d'ennemis, c'est que si un héros est adjacent déjà à un ennemi, il ne va pas se déplacer. Il va attaquer l'ennemi et après il va se déplacer pour s'éloigner le plus possible des héros. Si bien sûr il y a plusieurs ennemis adjacents, par exemple s'il y avait l'enchanteur adjacent à l'orque, on utiliserait l'ordre de ciblage pour savoir quel héros il va attaquer. En l'occurrence là ce serait l'enchanteur qui est plus haut sur l'ordre de ciblage. Donc là l'orque il attaque le nain, qui a déjà 3 points de vie en moins, je le rappelle, et il fait 2 touches. Et le nain ne se défend pas. Donc il repère encore 2 points de vie. Fin du tour, donc on déplace la carte du barbare à la fin de la ligne. Et c'est à l'enchanteur de jouer. L'enchanteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de sortir de cette pièce. Il fait 5. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre ici dans la taverne et je vais chercher un piège. Alors, contrairement aux règles normales des requests, quand on cherche un piège, c'est pas forcément pour un lieu donné où on se trouve. C'est pour l'entièreté du plateau de jeu. Donc pour chercher un piège, c'est simple. On pioche une carte Zargon et on regarde le paragraphe piège. Et là, on me dit liane agrippante. Si vous effectuez une recherche de piège, placez ce piège sur le plateau, mettez en jeu votre dé de sécurisation valeur 4. Le piège ainsi placé pourra éventuellement être désamorcé. Liane agrippante, voilà. On va utiliser la table de répartition pour le placer dans le lieu. J'ai pas fait de table de répartition pour cette tuile spéciale, donc on va mettre le piège un peu n'importe où. Et on met en jeu le dé de répartition sur une valeur de 4.
Donc ce dé va nous servir de compteur. À chaque fois qu'un héros va faire un double, le dé va descendre de 1. Et à chaque début de tour de Zargon, le dé va aussi descendre de 1. Tant que ce dé est en jeu, plus aucun piège ne peut se déclencher sur le plateau. C'est une sorte de sécurité. Ça veut dire que les héros sont en mode vigilance, recherche de pièges automatique, donc ils peuvent pas tomber dedans en fait. Par contre, une fois que ce dé-là n'est plus en jeu, et si un héros fait un double, il doit piocher une carte Zargon et vérifier s'il se prend un piège dans la gueule. L'enchanteur a terminé son tour, c'est au tour du nain, donc le nain, il va essayer de tuer cet orc, et il fait un crâne. L'orc se défend, il se défend pas, c'en est fini de l'orc. C'est à l'elfe de jouer. Alors, est-ce que je vais chercher un trésor là-dedans? On me dit de lire le paragraphe 33. Vous trouvez dans des caisses des objets pillés dans les maisons voisines, bijoux sans valeur, ustensiles tornus et quelques jouets d'enfants abandonnés parmi le désordre. Piochez une carte trésor. La description était exacte, c'est de l'or. Vous trouvez une pierre décellée et vous la retirez du mur. Derrière, il y a une petite bourse enveloppée dans un chiffon. Elle contient 25 pièces d'or. C'est toujours ça de prix. Et c'est au barbare de jouer. Donc le barbare, il est dans sa pièce vide. Je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est une porte dans l'autre pièce. On pourrait vite se retrouver dans un cul-de-sac. Donc ce que je vais faire, c'est, avec le barbare, je vais chercher une porte secrète. Donc pour ça, très simple, je pioche une carte Zargon, encore une fois, et je regarde le paragraphe porte secrète. Et il y en a bien une, il y a marqué « Placer une porte secrète, elle arrive en jeu ouverte, générer normalement le contenu du lieu ainsi découvert. » On va placer une porte ici, par exemple. Et pour générer ce qui se trouve derrière, on va piocher une carte exploration. Et c'est la carte pièce 2. Donc je lis le paragraphe 2. Paragraphe 2, on me dit c'est une petite pièce 2 cases par 3 et il y a un coffre à l'intérieur. Par contre, il n'y a pas d'issue. Ça, c'est un peu dommage. Derrière cette porte étroite se trouve une ancienne réserve à provisions, à peine assez grande pour contenir quelques caisses et un vieux coffre poussiéreux. Une unique chandelle éclaire faiblement la pièce, révélant le visage tremblant de Tony le tavernier, caché derrière des tonneaux renversés depuis le début de l'attaque. En vous voyant entrer, il pousse un profond soupir de soulagement. Terrifié par les représailles des soldats de Zargon, il explique avoir récupéré un précieux objet confié autrefois à sa famille par un aventurier de passage. Craignant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, il vous remet un ancien anneau gravé de runes mystérieuses, l'anneau du retour. Si quelqu'un peut encore sauver cette ville, c'est bien vous. Tony récompense les héros par un anneau du retour. Donc c'est une carte artefact, il me la donne automatiquement, c'est cool. Je vais déplacer le barbare, qui fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Comme j'ai cherché une porte secrète dans cette pièce, je mets un petit marqueur pour me souvenir que je ne peux plus chercher de porte secrète ici. Très important. Fin du tour des héros, c'est donc au tour de Zargon. Première chose à faire, c'est de baisser le dé de sécurisation de 1 point. Donc il passe à 3. On bouge les cartes ordre d'activation. Et il va d'ailleurs falloir que je soigne le nain parce qu'il commence à pisser du nez. Il n'y a pas de monstre sur le plateau, donc je pioche une carte Zargon. Et je regarde l'événement qui me dit « C'est calme, du moins pour l'instant ». Très bien, ça me va. C'est au nain de jouer, donc on va aller ouvrir la porte. Ou alors, je vais plutôt chercher une porte secrète. Donc je pioche une carte Zargon, je regarde porte secrète, et là on me dit aucune. Je mets un marqueur pour me souvenir que je peux plus fouiller ici. Et donc, on va ouvrir la porte. Double 5. Ça veut donc dire que je baisse la valeur du dé de sécurisation de 3 à 2. Et je vais donc faire 1 ici. Il me restera 9 et j'ouvre la porte. Je pioche ma carte exploration et on est sur un couloir. C'est le couloir 16. Un couloir d'angle, c'est le couloir numéro 3. Qu'est-ce que ça veut dire couloir numéro 3? On prend notre table de l'autre côté parce qu'elle est recto verso. D'un côté on a les pièces, de l'autre on a les couloirs. Et le couloir 3, on me donne un plan pour le construire. Donc on a 2 sections de 4 et une section de 5. Et dans ce couloir, il y a 2 orques et 2 portes, ce qui va permettre d'ouvrir un peu les possibles du donjon, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà donc le couloir avec ces 2 portes là, et ces 2 orques. Le couloir tourne brusquement vers une section plus sombre du bâtiment, où l'air devient lourd et étouffant. Des marques profondes griffent les murs de pierre,
comme si des armes ou des créatures massives avaient heurté les parois dans la précipitation. Une faible lumière filtre sous les 2 portes voisines, accompagnée d'éclats de voix gutturales et de rires brutaux. 2 orques patrouillent lentement dans ce passage exigu, visiblement chargés de sécuriter les accès entre les différentes parties du quartier occupé. Leurs armures, couvertes de saleté et de sang séché, prouvent qu'ils ont déjà participé aux massacres qui ont ravagé la ville. Lorsqu'ils vous aperçoivent, leurs visages se déforment dans un rictus cruel, tandis qu'ils abaissent leurs lourdes armes pour bloquer le passage. Alors, je vous rappelle que le nain pisse le sang par le nez, par tous les orifices. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée de l'emmener dans ce couloir, surtout qu'il va être acculé ici, là. C'est un couloir de largeur 1, là, donc ça va être vite bloqué. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il lui va rester 9 points de déplacement. Il va reculer. Eh oui, on n'est pas toujours brave. Donc après le nain, c'est à l'elfe de jouer. Donc l'elfe, il avait des sorts de terre. Donc je crois que ce qu'il va faire, c'est lancer un sort de guérison sur le nain. Donc pareil, je vais le faire reculer. C'est pas un double, ça m'arrange. On va le mettre ici. Et il va lancer son sort de guérison sur le nain, qui récupère donc 4 points de vie. Les cartes couloirs, il n'y a pas besoin de les garder, parce que les cartes couloirs, comme dans le jeu d'origine, on ne peut pas chercher de trésor dedans. Donc il n'y a pas de paragraphe en réserve, donc on peut s'en débarrasser immédiatement après avoir généré le couloir. C'est au barbare de jouer. Donc le barbare, il est dans sa pièce en solitaire, là, toujours à côté de son coffre. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est tout simplement l'ouvrir. Donc on me dit, quand on cherche un trésor, on lit le paragraphe 31. Derrière un tonneau, vous découvrez des traces de griffures qui marquent le sol, comme si quelqu'un avait tenté de barricader la porte dans la panique. Tony vous avoue alors à voix basse que de nombreux citoyens se cachent encore dans les caves et ruelles de la ville. Le coffre est vide, ça c'est dommage, et on pioche une carte trésor. Une pierre précieuse, oh bah ça c'est plutôt cool, elle sera ajoutée au fond de l'armerie. Une petite pierre précieuse d'une valeur de 35 pièces d'or nichée au fond d'une vieille botte usée. Le barbare, on va peut-être le rapatrier pour aider ses amis. De toute façon, il n'a plus rien à faire ici. Il pourrait chercher une porte secrète, mais de toute façon, il vient de fouiller, donc il n'a plus d'action. J'ai pas envie de le faire camper ici. On va le faire bouger. Il fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il me reste à jouer l'enchanteur et je me rends compte d'une chose très intéressante, c'est que l'enchanteur, il a une ligne de vue directe sur cet orque-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah moi j'ai envie de dire, on va lui lancer un feu du courroux sur la tronche. Donc feu du courroux, ce sort peut être lancé sur un monstre se trouvant dans votre champ de vision, c'est le cas pour le brûler, et il lui inflige un point de vie de dégâts. La cible lance un dé de déplacement, si elle obtient 5 ou 6, elle se part. Eh bien, il fait un 1. Donc c'est super. J'ai cramé la gueule de l'orque. C'est donc la fin du tour des héros. Tour de Zargon, on diminue le dé de sécurisation de 1, il passe à 1. Et on active l'orque qui se trouve au fond du couloir. Il se déplace de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je n'ai pas oublié de mettre à jour l'ordre de ciblage et c'est donc à l'elfe de jouer. Mon dé de sécurisation il est à 1 seulement. J'ai pas envie de prendre de risques. Donc je pense que l'elfe ce qu'il va faire c'est chercher un piège. Donc on pioche une carte Zargon et on me dit piège aucun. Si vous effectuez une recherche de piège, mettez en jeu votre dé de sécurisation valeur 3. Donc le dé de sécurisation passe à 3. L'elfe a terminé son tour. Le barbare, je vous rappelle qu'il est toujours ici. Il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il peut malheureusement rien faire. C'est à l'enchanteur. Alors, est-ce que je me rebalance un sort sur l'orque ou je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Non, je vais prendre le risque d'essayer de... Donc je fais 7 en déplacement. 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre là. Je vais essayer de taper l'orque. Il fait un crâne. Ah, l'orque se défend quand même. Bon. Ok. Donc c'est au nain de jouer. Il fait 10. 1, 2, 3,
4, 5. Il fait un crâne et l'orque ne se défend pas. Fin du tour des héros. Je diminue la valeur du dé de sécurisation de 1, il passe à 2. Je change mon ordre de ciblage. Et comme il n'y a pas de monstre sur le plateau, je pioche une carte dragon et je regarde le cartouche événement. Événement qui me dit: vous avez entendu un bruit, mais ce n'était qu'un caillou que votre botte a heurté et projeté au loin. Nouveau tour des héros. C'est au barbare de jouer, donc on va se déplacer. Il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va rien faire de plus avec le barbare. L'enchanteur, il fait 5. 1, 2, 3, 4. Je vais ouvrir cette porte. Je pioche une carte exploration, que c'est la pièce numéro 1. La pièce numéro 1, c'est une petite pièce de 5 cases par 4. Il y a 2 gobelins et un établi d'alchimiste. Cette petite pièce servait autrefois d'atelier à un apothicaire renommé du quartier. Les étagères ont été arrachées des murs et le sol est jonché de fioles brisées, de poudres étranges et de parchemins piétinés. Au centre de la salle, un établi d'alchimiste couvert de brûlures et de taches colorées témoigne des expériences abandonnées à la hâte lorsque les forces de Zargon ont envahi la ville. L'enchanteur va rentrer et il va taper le gobelin. Il fait aucune touche. C'est au nain de jouer, qui fait un double. Donc je baisse la valeur du dé de sécurisation de 1. Il reste 1 point au dé de sécurisation. 1, 2, 3, 4. Je peux pas rentrer dans la pièce, ça c'est con. Et l'elfe, qui est un peu à la traîne, fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je crois que là, je vais m'en prendre un peu plein la tronche. Surtout que c'est mon enchanteur qui est en première ligne. Tour de Zargon, je diminue la valeur du dé de sécurisation de 1, qui fait qu'il est retiré du jeu. Donc la carte aide de jeu tour de Zargon me dit, en 2, si le dé de sécurisation n'est plus en jeu, chaque héros effectue un test. Tout héros qui rate ce test pioche une carte Zargon et consulte la ligne piège. Si un piège est indiqué, le héros le déclenche sur sa case et en subit les effets. Donc là, c'est quand même un peu craignos. Donc, qu'est-ce que c'est que le test? Le test, c'est une notion héritée du mode de Richard. Pour faire un test, c'est simple. On prend le total actuel des points de vie et d'esprit du héros. On lance 2 dés. Et si on fait un résultat inférieur ou égal à ce total, le test est réussi. Sinon, c'est un échec. Du coup, on va commencer par le barbare qui a 7 points de vie, 2 points d'esprit. Donc, il est à 9. On lance 2 dés. Il fait 6, c'est réussi. L'enchanteur, il est à 4 plus 6, ça fait 10. C'est réussi. Le nain, il est à 6 et 3, ça fait 9. Il fait 8. L'elfe, il est à 6 et 4, ça fait 10. Il fait 4. Donc c'est bon, les tests sont réussis. Autant vous dire que quand les héros sont mal en point, les pièges, on a intérêt d'y faire gaffe parce qu'on peut vite se les manger si le dé de sécurisation n'est plus en jeu. Donc ensuite, on active les monstres. Il reste 2 gobelins. Donc le premier gobelin, vous ne le voyez pas, mais il est là. Il est derrière la porte. Il est adjacent à l'enchanteur, donc il va attaquer l'enchanteur, tout simplement. Il fait 2 crânes. Ça pique un peu. L'enchanteur fait une défense, donc il se prend 1 point de vie. Voilà. Et ensuite, le gobelin, comme il ne s'est pas déplacé, il va se déplacer pour s'éloigner le plus possible des héros. Donc il va se mettre dans ce coin-là, par exemple. Ensuite, l'autre gobelin, il peut attaquer que l'enchanteur. Donc de toute façon, il vient le chercher. Il tape à 2 dés. Il fait 2 crânes. Et l'enchanteur se défend pas. Donc il prend 2 dans sa gueule. Il ne reste plus qu'un point de vie à l'enchanteur. C'était un très mauvais move. Nouveau tour des héros avec le barbare qui commence à jouer. Il fait 3. Il n'est pas pressé d'aller se battre celui-là. Il peut juste avancer de 1. L'enchanteur, je ne vais pas le bouger. Il va attaquer directement le gobelin. Il fait rien du tout. On va l'écarter. Il fait 9. Je vais le mettre dans le coin ici. C'est ensuite au nain qui fait 12. Alors par contre, c'est un double. Et j'ai oublié de remettre le dé de sécurisation en effectuant une recherche de piège. Je vais donc devoir piocher une carte Zargon. La section piège qui me dit oubliette. Ça pouvait pas être pire. Donc le nain
tombe dans une oubliette. Ce qui est chiant, c'est que l'oubliette, du coup, est devant la porte parce que le nain était devant la porte. Donc le nain, il perd un point de vie et son tour se termine. C'est à l'elfe de jouer. Franchement, on va éviter de refaire des conneries. Donc je vais faire une recherche de piège avec l'elfe. Donc je pioche une carte d'argon et on me dit que c'est une flaque d'acide. Mettez en jeu votre dé de sécurisation valeur 4. Et la flaque d'acide, je vais la placer en utilisant la table de répartition de cette pièce-là. On tire les dés de placement. C'est un 4. C'est un 4, c'est un double. Alors attention, les doubles, quand on fait des jets de placement, ça compte pas pour les pièges, bien sûr. Donc la flaque d'acide est ici. Et l'elfe, il va rien faire du tout. C'est la fin du tour des héros, on n'a pas réussi à se débarrasser des gobelins. Le dé de sécurisation descend de 1. Les gobelins s'activent, ils doivent venir chercher le barbare, il n'est pas accessible, donc ils viennent chercher l'enchanteur. L'enchanteur qui, je le rappelle, n'a plus qu'un point de vie. J'aurais peut-être dû me lancer un sort de guérison. Oh bah ça tombe bien, il fait rien du tout. L'autre gobelin, il peut pas venir chercher l'enchanteur, il n'y a pas de place à côté. Donc il va aller chercher le nain. C'est le seul qui est accessible. Il va attaquer le nain. Et il fait 0. Je rappelle que dans les règles d'HeroQuest, si on se défend en étant dans une oubliette, on lance un dé de défense en moins. Donc ça tombe bien que le gobelin n'ait rien fait. Nouveau tour, je change l'ordre de ciblage. C'est à l'enchanteur de jouer. Donc l'enchanteur, on va arrêter les conneries. On va se lancer une ode de guérison. Comme ça, on récupère nos points de vie. Le truc qui craint, c'est que j'ai plus du tout de sort de guérison. Et j'ai pas de potion de guérison non plus. Donc l'enchanteur a fini son tour, c'est au tour du nain. Le nain, il est dans son oubliette, ce qui fait qu'il lance un dé de combat en moins. Il fait un crâne quand même. Le gobelin se défend pas. Donc on va sortir de cette oubliette. Je fais 6. Ah, est-ce que je le fais rentrer dans la pièce? Sachant qu'après, il devra ressauter à travers l'oubliette. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais le faire avancer dans le couloir plutôt. L'elfe. L'elfe, il fait 6. 1, 2, 1, 3, 4. Ouais, je vais essayer de sauter par-dessus l'oubliette. Et ben non, il tombe dedans. Le barbare. Le barbare, on va essayer d'aller tuer le gobelin, mais bon. Il faut déjà qu'il saute par-dessus l'oubliette. Et ben non, il tombe dedans aussi. Cette oubliette me fait vraiment chier. Il n'y a rien de pire qu'un piège devant une porte, quoi. Fin du tour, on baisse le dé de sécurisation qui passe à 2. Et c'est au gobelin de s'activer. Comme le gobelin est adjacent à l'enchanteur, il va l'attaquer avec 2 dés. Il fait un crâne et l'enchanteur se défend. Il va ensuite se déplacer pour s'éloigner le plus possible des héros. On change l'ordre de ciblage. Donc vous voyez, tout ça est très simple, hein, finalement. Ça rajoute 0 couche au jeu de base. Enfin, ouais, c'est sûr qu'en solo, on doit gérer le rôle de Zargon, mais ce mode n'est pas conçu uniquement pour du solo. On peut très bien jouer en coopératif à 4 héros, et le système de jeu joue le rôle de Zargon. Nouveau tour avec le nain qui est devant sa porte ici. Bah, je pense que je vais l'ouvrir, hein, parce que de toute façon, on va pas camper éternellement dans cette pièce là qui nous fait chier et qui est condamnée en plus par une oubliette. C'est la carte couloir 17. 17, c'est un couloir normal, couloir 2. Il y a un orc et une porte. Ce long corridor de pierre semble étrangement silencieux après le tumulte des salles précédentes. L'air y est froid et chargé d'humidité, et seule la lueur tremblante d'une torche fixée au mur éclaire les dalles usées du sol. Au bout du passage se dresse une lourde porte renforcée, dont l'accès est gardé avec vigilance par un orque solitaire. Plus discipliné que les autres soldats rencontrés jusque-là, il observe les alentours d'un œil méfiant, la main fermement agrippée à son arme. Il semble avoir reçu des ordres précis. Personne ne doit franchir cette porte sans l'autorisation des forces de Zargon. Il va se déplacer, il fait 4. 1, 2, 3, yes. Et il va taper cet orc. Il fait 1, et l'orc, il se défend pas. La description nous disait qu'il était plus discipliné que les autres. Bah, il est discipliné dans la mort, on va dire. Donc le nain a fait son tour. C'est donc à l'elfe de jouer. Donc l'elfe, il est dans son oubliette, toujours ici, là. Je vais le faire avancer vers le nain, plutôt.
Il fait seulement 3. 1, 2 et 3. C'est au tour du barbare. Donc le barbare, par contre, je vais faire rentrer dans la pièce. Il fait un double. Le dé de sécurisation passe à 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il va taper le gobelin. Il fait un seul crâne. Cassé. Le gobelin est mort. Ça, c'est bien. L'enchanteur va chercher un piège. Parce que mon dé de sécurisation est à 1. Et on me dit piège aucun. Donc je mets le dé de sécurisation sur 4. Fin du tour, je réduis la valeur du dé de sécurisation à 3. Je change l'ordre de ciblage. Et comme il n'y a pas de monstre en jeu, je pioche une carte Zargon et je regarde l'événement. Et on me dit diminuer la valeur du dé de sécurisation de 1. Donc le dé de sécurisation passe à 2. C'est au tour de l'elfe. Qui fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais chercher une porte secrète dans ce couloir. Et on me dit, placer une porte secrète à l'arrivant jeu fermé. Les héros doivent réussir un test pour pouvoir l'ouvrir. Un seul test par tour de héros est autorisé. Donc cette porte-là est une porte secrète qu'on doit ouvrir avec un test. Je vais mettre un petit marqueur pour m'en souvenir. Fin du tour de l'elfe. On passe à l'enchanteur. L'enchanteur qui va fouiller la pièce numéro 1. Vous voyez l'intérêt de garder en jeu ces cartes, parce que au moins je me souviens que j'ai pas fouillé la pièce. Et on me dit, pour chercher un trésor, il faut lire le paragraphe 30. Il y a marqué, vous découvrez plusieurs notes couvertes de formules alchimiques inachevées, ainsi que des registres décrivant des livraisons forcées destinées aux armées de Zargon. La plupart des ingrédients de valeur ont déjà été pillés, mais certaines pages évoquent des habitants emmenés de force pour travailler dans les souterrains de la ville. Piochez une carte trésor. Et c'est un monstre errant, mon dieu, merde, fait chier. La nature du monstre errant, c'est un orc. Donc l'enchanteur se prend une attaque d'orc à 3D. Et il fait 2 crânes. Et l'enchanteur se défend pas. Donc il se prend 2 points de vie dans la tronche. C'est au tour du nain de jouer. J'ai l'impression que j'ai oublié de jouer mon barbare en fait, non? Ouais, c'est bien ça. Bon, bah, je vais jouer le barbare. 4 et 4, 8, il fait un double. Le dé de sécurisation passe à 1. Et je vais essayer de défoncer cet orc errant. Et je fais 0 crâne. Voilà, c'était le barbare, on l'applaudit bien fort. Le nain, il fait 10. Dommage, le dé de sécurisation est viré parce que c'est un double. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense pas que je vais ouvrir la porte maintenant. Ce serait du suicide vu que tous mes héros ont joué. Début du tour de Zargon, donc le dé de sécurisation n'est plus en jeu. Donc chaque héros doit faire un test. Donc l'elfe il est à 5 et 4, 9. Il fait 6, c'est bon. Le barbare il est à 8, 10, moins 2 il est à 8. Il fait 7. L'enchanteur il est à 10, moins 2, 8. Il fait 4. Le nain il est à 10, moins 2, 8 aussi. Et il fait 9. Donc là c'est raté. Donc je pioche une carte Zargon. Je regarde le piège. Et on me dit aucun. Ouf. Ça aurait été la cata qui me refoute une oubliette devant une porte, quoi. On change l'ordre de ciblage. Voilà. Et c'est donc au monstre de s'activer. J'ai un orc en jeu qui est adjacent au barbare et à l'enchanteur. Donc si je suis l'ordre de ciblage, c'est le barbare qui est prioritaire. Donc l'orc va attaquer le barbare. Il lance donc 3D. Il fait un crâne. Le barbare se défend avec 2D et il fait un bouclier. Donc c'est bon. Ça c'est réglé. Nouveau tour. C'est au barbare de commencer. Il va donc attaquer l'orc. J'ai oublié que l'orc a attaqué, mais il ne s'est pas déplacé. Donc là, il se déplace pour s'éloigner le plus possible. Et pour s'éloigner le plus possible, la logique, c'est qu'il va dans le couloir. Donc forcément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est tout là-bas. Et si on veut aller le chercher, il va falloir qu'on se tape l'oubliette. Donc le barbare va se déplacer, il va essayer de sauter par-dessus l'oubliette.
Il fait 9. 1, 2, 3. Je lance le dé et il tombe pas dans l'oubliette, ça c'est bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tape l'orque. Je fais 2 crânes. Et l'orque ne se défend pas. Très bien. Ça c'est cool. C'est à l'enchanteur de jouer. Il fait 4. 1, 2, 3. J'essaye de sauter par-dessus l'oubliette. C'est bon. Et 4. Le nain. Le nain, il va ouvrir sa porte. J'ai pioché une carte exploration. On me dit que c'est le couloir 15, un gobelin et 2 portes. Ce couloir étroit relie les bâtiments arrière de la taverne aux vieilles rues marchandes de la ville. Des lanternes vacillantes projettent des ombres inquiétantes sur les murs de pierre humide, tandis que des caisses éventrées et des traces de pas boueux indiquent que de nombreux habitants ont tenté de fuir par ici lors de l'invasion. Un gobelin monte la garde entre les 2 portes, visiblement plus intéressé par un morceau de pain volé que par sa mission. En vous apercevant, la créature laisse échapper un cri strident avant de dégainer sa lame rouillée. Le vacarme risque d'attirer d'autres soldats de Zargon si vous ne réglez pas cette affaire rapidement. Eh bien, c'est ce que je vais faire en déplaçant mon nain, qui fait 7. Tac, on va taper ce gobelin. Il fait 2 crânes, ce qui ne laisse aucune chance au gobelin. Il me reste l'elfe à jouer. Donc l'elfe, pour rappel, il est au niveau de la porte secrète que j'avais découverte et qui implique de faire un test pour l'ouvrir. Mais comme je viens de trouver deux portes ici, je ne vais pas m'emmerder à essayer de l'ouvrir. Je vais tout simplement suivre le nain. Je fais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais rester ici. Et je vais chercher un piège parce que je n'ai plus de dés de sécurisation en jeu. Et c'est une flaque d'acide. Par contre, je mets le dé de sécurisation sur 4. Donc la flaque d'acide, elle est placée en 6. On est sur le couloir 1, ici. Et la case 6, c'est ici. On a donc une flaque d'acide ici. Nouveau tour, le dé de sécurisation est diminué de 1. On change l'ordre de ciblage. Comme il n'y a pas de monstre sur le plateau, on pioche une carte Zargon et on regarde le cartouche événement. Monstre errant. Placez un monstre errant au plus proche du héros à qui il reste le moins de points de vie. Le moins de points de vie, c'est clairement l'enchanteur. Donc l'enchanteur se retrouve avec un orque sur la gueule. Et c'est à lui de commencer à jouer d'ailleurs. Donc il va attaquer avec un dé. Il fait un crâne. Et l'orque se défend. Il fait rien du tout. Ça m'arrange. Je vais me déplacer avec l'enchanteur. Il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est au nain de jouer et le nain, il va ouvrir la porte. Donc il lance ses dés de déplacement, il fait un double 1. Donc le dé de sécurisation diminue de 1. Il va faire 1, il lui restera un point de déplacement et il ouvre la porte. C'est donc la pièce 5. Il y a un râtelier d'armes et une porte. Et on me dit que tout héros qui passe cette porte termine cet acte et passe à l'acte 2. La chaleur étouffante qui régnait autrefois dans cette forge a laissé place à une odeur froide de cendres et de métal calciné. Les outils sont brisés, les enclumes renversées et les murs portent encore les traces noircies d'un violent incendie. Près d'un râtelier d'armes presque vide, quelques lames tordues et inutilisables témoignent du pillage méthodique des forces de Zargon. Cette forge appartenait à la célèbre forgeronne du quartier, connue pour fournir armes et armures aux défenseurs de la ville. À présent, son atelier n'est plus qu'un champ de ruines silencieux. Pourtant, au fond de la pièce, une unique porte semble avoir échappé à la destruction. Il me reste un de déplacement avec le nain, donc il va rentrer dans la pièce. Et je vais chercher un trésor. Donc on me dit, chercher trésor, lire paragraphe 34. Vous entendez une faible plainte étouffée sous les gravats. Vous parvenez à dégager la forgeronne, grièvement blessée, mais encore vivante. Malgré la douleur, elle insiste pour vous confier une arme qu'elle cachait aux forces de Zargon. Cette arme était destinée à quelqu'un capable de se dresser contre les ténèbres. Prenez-la avant qu'il ne revienne. Elle donne au héros qui cherche une dague de lancer magique. C'est un artefact. C'est à l'elfe de jouer. Il va tout simplement se déplacer. Il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va sortir de cet acte. Et le terminer avec succès.
C'est au barbare de jouer. Il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est la fin du tour. Donc tour de Zargon, je diminue le dé de sécurisation de 1, il passe à 1. Je change l'ordre de ciblage. Et comme il n'y a pas de monstre en jeu, je pioche une carte Zargon événement. La carte Zargon me dit événement effondrement. Le héros désigné par l'ordre de ciblage lance un dé de combat sur un crâne, il perd un point de vie. Le héros désigné par l'ordre de ciblage, c'est le nain. Il lance donc un crâne, enfin un dé de combat. Et il fait un crâne, donc il perd un point de vie. Voilà, fin du tour de Zargon. Donc là, ce serait bien que tout le monde sorte pour éviter qu'on se tape un autre événement ou des pièges. Au nain de jouer. Donc le nain, il fait 8. Donc il sort de l'acte lui aussi. L'elfe est déjà sorti. Le barbare, il fait 10, c'est un double. Le dé de sécurisation n'est plus en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Malheureusement, il ne peut pas sortir. Donc ce qu'il va faire, c'est chercher un piège. Et la carte Zargon me dit piège à éboulement. Et le dé de sécurisation est sur 2 uniquement. Je vais placer le piège à éboulement qui est placé en case 8. C'est-à-dire dans le coin. Ça va, il va pas trop me gêner. C'est à l'enchanteur de jouer. Il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fin du tour des héros, c'est au tour de Zargon. Le dé de sécurisation passe à 1. On change l'ordre de ciblage. On pioche une carte Zargon et on regarde événement parce qu'il n'y a pas de monstre en jeu. C'est calme, du moins pour l'instant. Bah ça tombe bien. Et j'espère que ce sera le dernier tour. C'est au barbare de commencer. Il va sortir. L'enchanteur, fais pas un 2 s'il te plaît. Il fait 9. Ça tombe très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. C'est la fin de l'acte 1 pour cette quête. Donc comment ça se passe? On change rien. On laisse tout en place. Sauf qu'on débarrasse la table. On enlève tout le décor, tout le donjon. Et on se refait un paquet exploration en suivant les instructions du feuillet acte 2 où on nous dit comment remettre en place le paquet exploration. Et on veille aussi à ce que les monstres soient bien, parce que là on voit qu'on a bien gobelin, orc et abomination, mais il y a aussi guerrier de la terreur pour cet acte qui viennent s'ajouter au pool des monstres. Et ensuite, l'acte 2 se déroule de la même manière. Je ne vais pas vous jouer l'acte 2, ça n'a aucun intérêt. Je pense que vous avez bien compris les mécaniques. On a largement fait le tour de tout ça. Je rappelle qu'une vidéo de partie ne dispense pas de lire des règles. Donc lisez les règles, c'est important. Par contre, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que je voulais vous parler d'un module optionnel qui a été développé pour ce mode, totalement inédit, qui permet de jouer des étapes de voyage et de ville pour, à la fin de chaque quête, en fait. Bien sûr, si c'est autorisé par la campagne en cours, parce que certaines campagnes ne permettent pas de faire des retours en ville pour acheter de l'équipement. Donc comment ça se passe? Il y a 2 paquets de cartes, un paquet voyage, un paquet ville. Chaque paquet contient 18 cartes. Donc le but c'est, une fois que la quête est terminée, on récupère ses points de vie et ses sorts comme d'habitude. Et on part en voyage. Une fois que la phase de voyage est terminée, on arrive en ville. Une fois que la ville est terminée, on repart en voyage pour trouver le prochain lieu de quête. Donc le paquet voyage, on le met en place très simplement. On mélange les 18 cartes, ce que j'ai déjà fait hors caméra. Et on va supprimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes au hasard. Elles sont écartées. Ensuite, on pioche 2 cartes. On les met côte à côte. Et on doit en choisir une. Donc là, par exemple, on a des ruines où on a un marchand. Une fois qu'on a résolu la carte qu'on voulait, on pioche une autre carte. Et cette fois, on va regarder le cartouche événement. Là, par exemple, on est dit lancer un dé de combat par point d'ingrédient que vous possédez. Pour chaque crâne obtenu, réduisez ce total de 1. Certains ingrédients se conservent mal. Pourquoi des ingrédients? Parce que cette phase de voyage a introduit des nouvelles ressources
pour enrichir un peu le système de loot qui est quand même très pauvre pour HeroQuest. Donc j'étais limité du coup par uniquement de l'or et de l'équipement et je trouvais ça dommage de ne pas avoir quelque chose d'un peu plus riche pour la phase de voyage. Rassurez-vous, il n'y a pas non plus énormément de ressources, hein. En gros, c'est de la nourriture et des ingrédients. Et vous verrez, je vous laisse la surprise, vous verrez à quoi ils servent au cours de votre phase de voyage. Donc une fois qu'on a résolu cet événement, on repart en route. Donc on reprend encore 2 cartes, on en choisit une, on en résout une. Puis on repioche une carte, on fait l'événement. On refait encore 2 cartes, on en choisit une, événement. Et ainsi de suite. Et on termine par un événement. Et une fois que le paquet est épuisé, on part du principe qu'on a trouvé la ville. La ville, elle se déroule de la même manière, sauf que c'est un lancer de dés qui va vous dire si vous arrivez dans un village, dans une ville ou dans une cité. Donc vous allez enlever plus ou moins de cartes dans le paquet ville en fonction du type de ville où vous vous trouvez. Donc la ville se déroule de la même manière, 2 cartes, on fait un choix, une carte, on résout l'événement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, non pas jusqu'à ce que le paquet soit épuisé, jusqu'à ce que vous décidiez de sortir de la ville. Parce que plus vous allez rester dans la ville, et plus il y aura des risques de perdre des points de vie, de vous faire voler de l'or, qu'il vous arrive des trucs fâcheux. Il n'y a clairement pas que des choses positives dans ces paquets, que ce soit autant sur le paquet voyage que ville. Sachant que tous les points de vie que vous allez perdre, tous les sorts que vous allez perdre au cours de ces étapes de voyage et de ville ne sont pas récupérés pour le début de la quête prochaine. Donc en lieu. Et en fait, vous pouvez très facilement créer votre propre tablette pour utiliser des tuiles par ce perso à vous. Donc, on voit qu'on a créé du coup on imagine très bien, par exemple, faire une tablette à thème de caverne qui utiliserait des tuiles de caverne ou une tablette crypte qui utiliserait des tuiles de crypte, etc., etc. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que sur la phase de voyage, il peut y avoir des combats sur des tuiles. Donc moi je pars du postulat que les gens n'ont pas forcément des tuiles extérieures, donc les combats se dérouleront toujours dans la pièce centrale du plateau classique d'HeroQuest. Mais si par exemple vous avez l'extension jungle de Deltrack, vous pouvez très bien prendre une tuile extérieure, même rajouter des arbres en décor, etc., quoi. Parce que les combats se déroulent vraiment sur un plateau, comme dans une phase de donjon avec vos figurines, avec les orques, les gobelins et tout ça, quoi. Voilà, j'ai fait le tour de ce mode. À savoir qu'il est pour l'instant encore en développement. Le système de jeu est fixe, le matériel aussi, les cartes bougeront pas, ça c'est sûr, parce que tout tourne très bien. Il est encore en développement, pourquoi? Parce que j'ai pas encore rédigé les règles. Et surtout, j'ai pas encore rédigé les feuillets de quête. Donc là, j'ai seulement fait 5 j'ai seulement fait 5 quêtes de la crypte de l'obscurité éternelle. Ça prend du temps parce qu'il y a énormément de narratifs. C'est une chose à laquelle je tiens parce que ça approfondit quand même les quêtes, je trouve, et l'immersion.
Inutile de me harceler pour savoir où se trouve ce mode en téléchargement, puisqu'il n'est pas encore disponible. Donc soyez patient. C'était juste un apéritif pour vous montrer comment tout ça tourne. Il y a toujours mon mode solo, que j'aime appeler maintenant le mode arcade pour bien différencier les deux. Donc celui-ci que je vous ai présenté, c'est le mode aventure, et l'ancien mode, c'est le mode arcade. Mode arcade, pourquoi? Parce que pour moi, il est plus rock'n'roll, il est beaucoup plus aléatoire. Il respecte moins les quêtes d'origine, donc on est vraiment sur quelque chose, sur une expérience un peu folle où les choses peuvent partir dans tous les sens. Alors que là, on est plus dans le cadre de la quête d'origine. Et en plus, on a un côté narratif qui vient appuyer encore le fait que ce soit un mode aventure. Donc oui, concernant le mode solo, j'ai mis à dispo sur le groupe Facebook la crypte de l'obscurité éternelle, qui est enfin adaptée. Il me reste encore à adapter Première Lueur et les sorciers de Morcar. Donc ça viendra bien sûr. Mais comme je passe beaucoup de temps sur ce mode-là, pareil, il faudra être patient. Sachant que, je le répète, adapter des quêtes pour ce mode arcade est vraiment très simple. Il suffit juste de développer 3 objectifs et puis voilà, vous avez une quête, hein. Donc il n'y a rien d'insurmontable, surtout que j'ai mis à dispo les fichiers sources dans le fichier de téléchargement. Tous les liens utiles sont en description dans la vidéo. À savoir le lien vers mon blog pour récupérer le mode arcade justement. Je remercie Richard d'avoir développé ce mode-là et de veiller au grain parce que j'imagine qu'il va faire des relectures assidues de tout ce que je pourrais faire avant que ce soit mis en ligne. Je ne filmerai pas d'autres parties, c'est un exercice beaucoup trop exigeant et tout le temps que je passerai à faire des vidéos, ce sera du temps en moins que je passerai à développer les modes. Salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et ne likez pas, ne partagez pas, je m'en fous, cette chaîne n'est pas monétisée. Allez, à ciao!